Stéphane, on va vous laisser la parole. Donc, tout de suite, ça dure 20 minutes, une demi-heure, et puis on échange. Très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais donc vous présenter les principales conclusions de cette expertise collective sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité, les fonctions et les services écosystémiques. Et une des particularités de cette expertise, c'était qu'on s'intéressait au continuum terre-mer, ce qui fait qu'on a été obligé de mobiliser de nombreux experts, puisque au total, avec les copilotes dont je fais partie, on était 46, ce qui représente un nombre un peu plus élevé que pour ce genre d'expertise où en général on a plutôt entre 25 et 30 experts. Donc cette expertise, elle avait été commanditée en 2019 à INRAE et à l'IFREMER par les ministères en charge de la transition écologique, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, comme pour toutes les ESCO, l'idée c'était de faire un état des lieux des connaissances scientifiques existantes. Alors on n'est pas sur une méta-analyse, on est vraiment sur une expertise avec le besoin de mettre en place un consortium pluridisciplinaire, puisque ce sujet est pluridisciplinaire par définition. Et donc, comme je viens de le dire, c'est toujours ce type d'expertise à la demande d'un acteur public. Donc là, en l'occurrence, c'était 3 acteurs publics. Et le protocole est assez standardisé pour ce type d'expertise, et notamment, il inclut la participation d'un comité consultatif d'acteurs dans lequel on réunit en fait différentes parties qui sont intéressées à différents niveaux par la problématique concernée. Donc nous, en l'occurrence, par les produits phytopharmaceutiques. Donc à la fois des utilisateurs, des vendeurs aussi de produits, et également différents organismes en charge de la gestion de l'environnement ou des associations ou autres qui s'intéressent à tout ce qui va être biodiversité, qualité des milieux, et ainsi de suite. Donc on avait une agence de l'eau représentée dans le comité consultatif d'acteurs, c'était l'agence Loire-Bretagne. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire un état des lieux factuels sans aller jusqu'à la formulation de recommandations. Donc les experts sont recrutés en fonction de leur qualification, donc on se base surtout sur les publications scientifiques. On fait attention qu'ils soient bien indépendants, donc tous les experts sont issus de la recherche publique. Les liens d'intérêt sont identifiés et analysés par un comité spécial qui donne son feu vert ou pas pour la participation des experts. Et puis, il y a une transparence dans tout le processus, depuis le recrutement jusqu'à la publication des rapports. Donc là, vous avez le détail de la composition du comité d'experts. Compte tenu de cette grande taille, comme je vous l'ai dit, 46 experts, on a été obligé de scinder le travail en créant des groupes de travail. Donc on est parti sur 13 groupes de travail. En plus, cette expertise n'a pas été facilitée par le fait qu'elle a commencé en 2020, donc c'était l'année Covid, donc on a eu du mal à se réunir au cours de la première année. Et donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, dans le rapport final qui vient d'être publié, il y a plus de 4500 références qui sont citées, donc il y en a plus qui ont été analysées par les experts, puisque encore une fois, l'idée, c'est pas de faire une méta-analyse, donc quand il y avait 10 articles qui disaient la même chose, on ne citait pas forcément les 10 articles. Le périmètre donc, de la saisine concernait la biodiversité dans son ensemble, en incluant à la fois la biodiversité structurelle et fonctionnelle, et en allant jusqu'au service écosystémique. En termes d'espace, on intégrait donc le continuum terre-mer, comme je l'ai dit, mais on s'intéressait également aux territoires ultramarins et aussi aux zones agricoles, mais aussi aux zones non agricoles. Donc, j'emploierai parfois le terme GEVI, c'est jardin, espace vert et infrastructure. Et en termes de substances, on a utilisé le terme produit phytopharmaceutique, puisqu'on est vraiment sur les produits qui sont utilisés pour l'entretien des cultures ou des végétaux, mais ça inclut à la fois les pesticides de synthèse, mais également les pesticides inorganiques comme le cuivre, et également tous les produits, substances et organismes utilisés en biocontrôle. Par contre, ce qui n'était pas dans le périmètre de cette ESCO, c'était tout ce qui avait attrait à la santé humaine, puisque ça vous a été présenté dans le cadre de l'ESCO INSERM, et également tout ce qui avait attrait vraiment aux pratiques agricoles, aux pratiques agronomiques, pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, puisqu'il y a notamment une expertise qui vient de se terminer sur le sujet, concernant les régulations naturelles. Et il y a aussi un programme prioritaire de recherche sur ces aspects-là qui va se terminer, je crois, en décembre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé à partir de 13 groupes de travail.
ce qui a fait en fait un espèce de découpage sous forme de synthèse thématique. Donc on avait le gros rectangle vert au milieu, c'est tout ce qui concerne un peu les effets écotoxicologiques des produits phytopharmaceutiques sur les différents types d'organismes. Donc on a été obligé un petit peu de scinder ça en différents groupes, parce que forcément les approches sont un peu différentes suivant si on s'intéresse aux micro-organismes, aux invertébrés, aux vertébrés, et puis parfois suivant si on est dans le milieu terrestre ou dans le milieu aquatique. On avait aussi un groupe plus spécifiquement sur les aspects contamination, un autre sur les transferts et les leviers de réduction, un autre sur les services écosystémiques, et puis des groupes un peu plus transversaux sur les réseaux trophiques, le biocontrôle, la réglementation, la modélisation, et puis aussi la spécificité concernant les GVI ou les outre-mer. En termes de livrables, comme je vous l'ai dit, le rapport complet vient de sortir, donc il fait un peu plus de 1400 pages avec les 4500 références. Donc là, vraiment, vous avez dans ce rapport l'ensemble de la démarche, depuis la saisine jusqu'à la synthèse, où on explique tout, la méthodologie, les méthodes employées, les sources bibliographiques qu'on a utilisées, le cadrage, et ainsi de suite. Le document le plus lu, c'est la synthèse. Donc ça, la synthèse et les résumés, ils ont été publiés au moment de la restitution, donc au mois de mai. Donc la synthèse fait 138 pages et le résumé 14 pages. Donc vraiment, bon, moi, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'infos, à lire dans un premier temps la synthèse, qui quand même donne une bonne idée de tout ce qui a été fait, sans pour autant aller autant dans le détail que le rapport complet. En plus, on essaye de publier au maximum une grande partie de nos conclusions, parce que c'est un peu un reproche qui est fait dans les expertises collectives, c'est qu'en général, ça s'arrête au rapport, et puis après, on a du mal à mobiliser les experts pour publier. Donc nous, on a réussi à publier 3 articles pendant l'expertise, et on reste mobilisé au niveau des copilotes scientifiques pour porter un numéro spécial. Et les experts jouent le jeu, donc on espère qu'on aura encore peut-être une dizaine d'articles ou un peu moins sur le sujet. Puis on a eu également d'énormes retombées médiatiques, même au niveau d'INRAE, on a été surpris, parce que il y a eu plus de retentissement qu'habituellement, puisqu'il y a eu plus de 200 articles, interviews, reportages et ainsi de suite dans divers médias. Et on a été pas mal mobilisés, on l'est encore un petit peu d'ailleurs, au niveau de la cellule de pilotage. Voilà pour le contexte général. Donc, je n'ai pas précisé, nous sommes 3 copilotes. Je suis donc un des 3 copilotes, avec Laure Mamy, qui est aussi une chercheuse INRAE, et Wilfried Sanchez, qui est à l'IFREMER et qui est directeur adjoint scientifique. Alors, si on rentre dans les résultats, alors c'est un défi à chaque fois de présenter les conclusions dans un temps court, parce qu'il y en a tellement. Donc, j'ai essayé de centrer sur les milieux aquatiques quand même, dans le cadre de cette présentation. Donc, si on fait un état des lieux de la contamination, déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une diversité de milieux, mais même au sein de ces milieux, une diversité de matrices à considérer. Donc là, c'est des petits schémas pour vous montrer que quand on est, par exemple, dans le milieu aquatique en bas, il faut considérer l'eau de surface, le sédiment, mais également les organismes qui vont se trouver dans le milieu, et puis également tout ce qui va être matière organique dissoute ou particulière. Et voilà. Donc, il y a aussi cette diversité de matrices qui est importante et dont il faut tenir compte. Quand on tient compte de tout ça, on se rend compte qu'on a une présence généralisée des produits phytopharmaceutiques dans tous les compartiments et les matrices. Alors évidemment, la principale source de cette contamination, c'est l'agriculture. On a estimé que ça représentait plus de 90% de la contamination, et la proportion risque d'augmenter, puisque maintenant, dans les GVI, on n'utilise quasiment plus de produits phytopharmaceutiques. Et on va retrouver ces substances très loin des sources, y compris dans les fonds marins, à des milliers de kilomètres des cultures. Donc il y a une contamination qui est vraiment dispersée. Toutes les familles sont retrouvées. Par contre, évidemment, la nature des substances et les concentrations vont être variables suivant le compartiment, suivant la proximité par rapport à la source et suivant un certain nombre de paramètres. Donc tout est partout, mais à des proportions qui sont variables, et au sein des grandes familles, ce n'est pas les mêmes substances qu'on va retrouver. Ce qui est très documenté, c'est la présence de substances qui sont interdites pour certaines depuis longtemps. Alors, les concentrations, heureusement, diminuent au cours du temps, mais certaines substances qui sont plus utilisées depuis les années 70 ou 80 sont encore présentes à des concentrations qui sont encore parfois non négligeables, et elles ne vont pas disparaître tout de suite. Clairement, en ce qui concerne les manques, on a des manques de données sur les produits de transformation.
Sur tout ce qui va être biocontrôle, hein, notamment du fait que la plupart des substances utilisées en toutes les substances utilisées en biocontrôle sont des substances naturelles, donc elles ne sont pas forcément recherchées dans l'environnement comme des contaminants. Et puis on a aussi des grosses lacunes sur tout ce qui va être l'ultramarin, hormis la chlordécone qui a fait l'objet de nombreux travaux. Il y a très peu de choses sur la contamination des territoires ultramarins. Et puis, on se rend compte que même si on a essayé d'intégrer autant que possible le continuum terre-mer, on se rend compte que les études sont toutes dissociées les unes des autres. Donc, c'est difficile en fait de faire des bilans à une échelle spatiale en intégrant en fait la connexion entre les milieux, puisqu'il n'y a pas forcément de connexion géographique entre les travaux. On a aussi rarement des travaux qui s'intéressent à la contamination du biote et des habitats de manière simultanée. Donc, c'est toujours difficile d'avoir une idée précise de la distribution des contaminants dans une zone géographique donnée. Et puis, il y a très peu, en tout cas dans la littérature scientifique académique, très peu de suivi long terme, sur le long terme ou à de large échelle qui permettent en fait de faire des bilans vraiment de l'évolution spatiale et temporelle de la contamination. Donc, les experts, ils ont eu vraiment du mal à faire des bilans chiffrés. C'est pourtant ce qui est attendu dans ce genre d'expertise, mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et il y a plein de données qui sont disponibles en dehors du domaine académique, hein, notamment dans les agences de l'eau ou à l'ANSES. Mais en fait, ces données ne sont pas forcément facilement accessibles ou facilement analysables par les scientifiques parce que ça demande du temps et des méthodes qui sont pas forcément mobilisées dans la sphère académique. Il y a des pistes d'amélioration, donc j'ai juste fait une petite diapo pour vous rappeler en fait comment on mesure la contamination. Il y a différentes étapes, hein, depuis l'échantillonnage jusqu'à l'analyse et le traitement des données. Et en fait, ces dernières années, les principales améliorations ont eu lieu au niveau de la stratégie d'échantillonnage et au niveau de l'analyse. Donc en termes de stratégie d'échantillonnage, et en particulier dans le milieu aquatique, il y a eu le développement très marqué de ce qu'on appelle les échantillonneurs intégratifs passifs, hein, qui permettent d'avoir une vision un peu plus précise de la contamination chronique et d'avoir moins de biais qui sont liés à de l'échantillonnage ponctuel, hein. Et quand on échantillonne, est-ce qu'on est sur un pic de contamination ou au contraire, est-ce qu'on est passé à côté de ce pic parce qu'on est en période où toutes les substances sont plus là. Donc les échantillonneurs passifs permettent d'augmenter les fréquences de quantification des produits phytopharmaceutiques, puisque même s'ils sont là que de manière ponctuelle, on va quand même les retrouver. Ils permettent également d'analyser les seuils de détection, puisque les substances sont concentrées dans ces échantillonnages. Ils sont faciles à mettre en œuvre et ils permettent d'intégrer les variations de concentration. Par contre, il n'y a pas d'échantillonneur intégratif ponctuel passif qui soit universel. On n'a pas d'accès à la concentration instantanée, donc l'avantage peut se retourner aussi en inconvénient. Ça demande quand même des marches assez lourdes en termes de calibration si on veut revenir à la concentration dans le milieu. C'est-à-dire que c'est assez simple d'avoir des idées de la présence-absence des substances ou de la quantité fixée dans les échantillonneurs passifs. Par contre, si on veut avoir une concentration moyenne dans le milieu, il y a des développements qui sont nécessaires et qui sont à faire substance par substance. Et il y a encore des lacunes concernant les connaissances sur l'influence des facteurs environnementaux qui peuvent éventuellement modifier la capacité des substances à être captées par ces échantillonneurs intégratifs passifs. Concernant l'analyse, il y a de gros développements depuis quelques années sur la spectrométrie de masse haute résolution, qui va permettre en fait d'aller un peu plus loin sur les substances qu'on ne cherche pas ou qu'on ne détecte pas actuellement. Donc on a toujours cette image de l'iceberg qui revient pour plein de choses. Donc, ces méthodes en cours de développement permettent d'avoir une sensibilité accrue, permettent d'avoir plus de substances dans des analyses ciblées multirésidus, mais également permettent de développer des approches sans a priori, c'est-à-dire d'aller chercher des analyses non ciblées, ce qui vont permettre notamment d'aller détecter des produits de transformation qui ne sont pas connus jusqu'à présent. Et ça va permettre aussi d'aller faire des analyses rétrospectives sur des substances qu'on peut identifier maintenant et qui n'étaient pas connues avant. Donc voilà, beaucoup de promesses avec ce type d'approche, même si il y a toujours le besoin de développer des méthodes spécifiques pour certains composés, notamment le glyphosate, certains produits très polaires, certains énantiomères aussi, puisqu'on sait que pour certaines substances, suivant la forme,
on ne va pas avoir le même degré de toxicité. Donc, parfois, par exemple, pour le métolachlore, suivant la forme, si on est sur du S-métolachlore ou sur d'autres formes de métolachlore, le risque ne sera pas le même. Le problème aussi avec les analyses suspectées ou non ciblées, c'est qu'on va faire du surtout du qualitatif et parfois du semi-quantitatif. Mais si on veut aller vraiment plus loin sur l'identification des substances et la quantification, il va y avoir besoin de mettre en place des étalons. Et il y aura aussi des grosses questions sur la bancarisation des données. On va se trouver avec les mêmes questions qu'on a avec tout ce qui va être les données génomiques, omiques en général. On va avoir de grandes quantités de données qui vont être générées. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment on va les bancariser? Comment on va les traiter? Donc ça pose des questions. Et aussi, il y aura des besoins croissants sur des équipements de pointe et des expertises à la fois pour acquérir et analyser les données. Concernant les effets, il apparaît clairement dans notre expertise que les produits phytopharmaceutiques contribuent au déclin de la biodiversité à travers la combinaison d'effets directs et indirects. Il est important quand même de rappeler ce qu'on entend par la biodiversité. Donc, la biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, et ça comprend à la fois la diversité au sein des espèces, mais aussi entre les espèces, et ça prend aussi en considération la diversité des écosystèmes. Et il est important de garder en tête que on est vraiment dans un contexte de déclin de la biodiversité, avec des espèces qui sont menacées. Donc là, un petit diagramme produit par l'UICN, où on sait qu'il y a plus de 1600 espèces qui sont menacées en Europe sur les 15 000 qui sont recensées. Donc il y en a plus que ça au total, puisqu'il y en a plus de 15 000, mais c'est celles qui sont recensées. Et 36 espèces ont complètement disparu depuis 2015. Donc évidemment, la pollution chimique par les produits phytopharmaceutiques en particulier n'est pas le seul responsable de ce déclin, donc, puisque il y a d'autres facteurs dont on entend parler régulièrement, le changement climatique, la dégradation et la perte des habitats, la surexploitation des espèces, et ainsi de suite. Ces différents facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres. Mais par contre, ce qui est important de rappeler, parce que c'est parfois oublié, c'est que par exemple, quand on regarde le dernier rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et les services écosystémiques, la pollution chimique, c'est responsable du déclin de la biodiversité au même titre, voire même parfois plus, que le changement climatique. Et nous, on a parfois l'impression, en tout cas les experts ont eu parfois l'impression que le changement climatique était beaucoup plus souvent mentionné, y compris dans la sphère scientifique, que la pollution chimique. Et certains écotoxicologues font le constat que certains écologues font parfois un déni de pollution et ne tiennent pas assez compte de ce type de pression pour appréhender le déclin de la biodiversité. Alors, par contre, ce rapport de l'IPBES traite de la pollution chimique dans son intégralité. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la pollution par les produits phytopharmaceutiques. Donc, il faut descendre à un grain encore plus bas. Donc, comme je vous l'ai dit, l'analyse de la littérature a concerné l'ensemble des milieux le long du continuum terre-mer, mais finalement, si on veut pouvoir tirer des conclusions robustes sur la part relative des produits phytopharmaceutiques sur le déclin de la biodiversité, on est obligé de s'appuyer sur les études qui sont menées dans les espaces agricoles, à la fois dans les milieux terrestres et aquatiques, puisque c'est dans ces espaces-là qu'on va avoir un nombre suffisant d'études et des échelles spatiales et temporelles assez larges pour permettre de tirer des conclusions robustes. Et ces conclusions concernent quasi exclusivement les produits phytopharmaceutiques de synthèse et le cuivre. Donc, encore une fois, un gros déficit de connaissances concernant le biocontrôle, les territoires non agricoles et les territoires ultramarins. Donc ça, c'est un peu aussi une frustration de l'expertise, mais c'est comme ça. On se base sur les travaux existants, donc on peut pas inventer les études qui n'existent pas dans d'autres types de milieux. Toujours est-il que dans ces milieux agricoles, à la fois terrestres et aquatiques, il apparaît clairement, et il n'y a pas de... les conclusions sont robustes, les produits phytopharmaceutiques sont une des causes majeures du déclin de certaines populations, en particulier les invertébrés terrestres et aquatiques, et les oiseaux. Et il y a également des suspicions très fortes concernant le déclin des amphibiens et des chiroptères, même si pour ces groupes, encore une fois, il y a un peu moins de travaux, donc la robustesse est un peu plus discutable des conclusions, mais malgré tout, il n'y a pas trop de doute quand même sur le fait que les PPP contribuent au déclin de ces populations. Les effets sont
s'effectue de manière directe et indirecte, hein. Il y a une combinaison d'effets directs et indirects. Donc là, de manière très pédagogique, j'ai illustré ça pour le cas des abeilles, hein, pour lesquelles on va avoir des effets directs létaux et sublétaux suite à une exposition aux insecticides. Mais on va avoir aussi tout ce qui va être effet indirect, notamment du fait des effets directs des herbicides sur la végétation, qui fait que les abeilles vont aussi subir une dégradation, voire une perte des habitats, de leur habitat, et également une diminution à la fois quantitative et qualitative de leurs ressources. Donc le déclin des abeilles ou des autres insectes pollinisateurs, hein, ou même d'autres insectes hein, comme les papillons, va être lié à la fois à la toxicité directe des substances, en particulier les insecticides, mais également à tout ce qui va être dégradation des habitats ou de la ressource suite aux effets indirects. Donc, il est estimé que la pollution chimique, incluant celle par les produits phytopharmaceutiques, est la deuxième cause la plus importante du déclin des populations d'insectes, derrière la perte des habitats. Et ça inclut également le déclin des larves de ces insectes lors de leur stade aquatique. Parmi les substances les plus récentes, hein, les connaissances scientifiques mettent particulièrement en évidence les effets des insecticides néonicotinoïdes et des pyrétrinoïdes, qui sont les substances qui sont les plus étudiées et qui ont été les plus étudiées au cours de la dernière décennie. Donc ça, il faut faire attention aussi parce que du coup, on peut avoir un effet réverbère ou un effet loop, c'est-à-dire on va accentuer les connaissances sur certains types de substances. Donc on va avoir tendance à pointer du doigt toujours ces substances-là. Mais ça n'exclut pas. Il faut garder en tête qu'il peut y avoir des effets d'autres substances, mais qui sont moins étudiés, donc moins décrits dans la littérature. Donc ces substances-là, comme je vous l'ai dit, sont impliquées dans le déclin des macro-invertébrés aquatiques et également des chauves-souris et des oiseaux. Donc comme je suis à l'agence de l'eau, je vais faire un petit focus sur les invertébrés aquatiques. Mais avant ça, je vais parler aussi des fonctions écosystémiques, puisqu'il est important de ne pas se limiter aux impacts sur les populations, mais également s'intéresser aux conséquences qu'il peut y avoir sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc on a fait un gros travail dans le cadre de l'expertise pour redéfinir les fonctions écosystémiques, parce qu'il y a pas mal de divergences conceptuelles et puis de définitions dans la littérature scientifique. Donc nous, on a défini 12 groupes de fonctions. Alors on s'est appuyé sur des travaux existants, hein, on n'a rien inventé, hein, encore une fois, on s'appuie sur la littérature. Mais on a défini 12 groupes de fonctions qui pouvaient être potentiellement impactés par les produits phytopharmaceutiques. Et dans la littérature, on a trouvé des travaux qui renseignent des impacts pour au moins 8 d'entre elles. Donc, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais quelques exemples en lien avec les milieux aquatiques. Le premier concerne la régulation des cycles de nutriments dans les écosystèmes terrestres et aquatiques, à travers notamment la dégradation de la matière organique particulière, en particulier tout ce qui va être litière végétale. Bon, là, clairement, la littérature renseigne un impact très fort des fongicides, notamment du cuivre, sur la décomposition de cette matière organique par les micro-organismes, en particulier les champignons et les bactéries, cumulé à un impact sur les macro-invertébrés qui s'effectuent principalement du fait de la toxicité des insecticides qui se trouvent dans ces milieux. Donc, dans certaines rivières fortement contaminées par ces substances-là, on a parfois une inhibition complète de la décomposition microbienne et de la dégradation par les macro-invertébrés des litières végétales, ce qui peut avoir de graves conséquences en termes de fonctionnement de l'écosystème, puisque ça impacte fortement les flux de matière et d'énergie dans ces écosystèmes. Ah voilà, j'ai anticipé ma diapo puisque je l'avais écrit. Et la décomposition de matière végétale est un indicateur écologique fonctionnel qui peut être très utile pour diagnostiquer la pression exercée par ces substances. Il ne faut pas oublier non plus le rôle joué par les micro-organismes dans la dégradation de la matière organique dissoute, qui est également une source importante et contribue au recyclage des nutriments. Donc tout ça mis ensemble, ça souligne que les produits phytopharmaceutiques sont des perturbateurs des cycles biogéochimiques qui régulent le fonctionnement des écosystèmes, mais on a un déficit d'études qui vont jusque vraiment l'étude des flux de carbone, d'azote ou de phosphore dans les rivières qui sont impactées par ces substances. Ces travaux mettent aussi en évidence l'importance de prendre en considération les micro-organismes, principalement à travers leur rôle fonctionnel, puisque c'est vrai que la biodiversité microbienne, ça a un petit peu moins de sens du fait de la plasticité génétique et ainsi de suite des micro-organismes que la biodiversité taxonomique des macro-organismes.
Quand on s'intéresse aux macro-invertébrés aquatiques, ben, c'est important aussi de regarder leur rôle fonctionnel, notamment concernant la fourniture et le maintien de la biodiversité et des interactions biotiques dans les écosystèmes et la résistance aux perturbations. Donc là, je ne vais pas présenter en détail cette diapo qui avait été présentée par Marie-Agnès Coutelec lors de la restitution, mais elle avait fait un premier zoom pour montrer clairement l'impact sur les macro-invertébrés aquatiques. Ça pouvait avoir des répercussions fortes sur les réseaux trophiques, à la fois dans le cadre des relations consommateurs-producteurs primaires, des relations hôtes pathogènes, des compétitions intraspécifiques et des relations prédateurs-proies qui concernent du coup aussi les niveaux trophiques supérieurs, et également des impacts sur les relations hôtes microbiote. Alors, même si c'est encore quelque chose d'émergent, hein, les travaux sur le microbiote restent relativement éparses, et on a des travaux qui sont assez récents. Hein. Vous voyez par exemple avec toutes les références qui sont citées, hein, c'est des références qui sont relativement récentes. Donc les travaux se développent dans ce domaine, mais c'est quelque chose qui fait partie des points à renforcer dans le futur pour mieux comprendre aussi les impacts indirects des produits phytopharmaceutiques à travers leur impact sur le microbiote des macro-invertébrés, mais également d'autres types d'organismes aquatiques ou non. Les effets sont avérés sur la diversité taxonomique et fonctionnelle des invertébrés aquatiques, avec des approches terrain qui montrent des effets très marqués au sein des petits cours d'eau agricoles à l'échelle européenne, et des connaissances qui sont renforcées par les approches expérimentales en mésocosme ou au laboratoire, qui montrent que ces effets sont à la fois directs et indirects et qui s'exercent à l'échelle des communautés. Et encore une fois, les effets prépondérants sont ceux des insecticides quand on s'intéresse à la toxicité directe, avec des réductions qui peuvent atteindre 50% de l'abondance et 40% de la richesse spécifique dans les cours d'eau les plus contaminés. Un risque fort de dégradation des communautés qui est estimé de l'ordre de 20% à l'échelle du territoire européen, et des effets chroniques qui sont avérés à des concentrations qui sont pourtant inférieures au seuil de toxicité qui sont jugés comme acceptables et qui sont donc acceptés par l'Union européenne. Mais toujours est-il que les insecticides sont responsables du mauvais état écologique de plus de 30% des cours d'eau à l'échelle européenne, et qu'ils perturbent les interactions biotiques et les cycles de matière organique. Si on va jusqu'au service écosystémique, qui est une approche novatrice et qui est encore à consolider car elle présente des limites, il y a beaucoup, les services écosystémiques, on les a abordés en utilisant la classification CICES, hein, qui est la classification internationale des services écosystémiques. Donc l'impact des produits phytopharmaceutiques, il est très étudié concernant la qualité des aliments et la qualité des ressources en eau, mais ces deux aspects sont plutôt abordés sous l'angle de la consommation et donc du risque sanitaire. Donc ils ont été considérés comme en dehors du périmètre de notre ESCO. Et si on s'intéresse au périmètre de cet ESCO, les travaux concernent quasi exclusivement la production végétale cultivée, qui est forcément impactée positivement à court terme par l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, puisqu'ils ont été créés pour ça. Mais par contre, on a un effet notable négatif concernant la lutte contre les ravageurs naturels des nuisibles, pardon, et également un impact négatif sur la pollinisation. Et donc finalement, si on s'intéresse aux impacts à plus long terme, on peut se dire que ces impacts négatifs sur la lutte contre les ravageurs naturels et sur la pollinisation peuvent contrebalancer les impacts positifs à court terme sur la production végétale cultivée, ce qui pose question sur la durabilité finalement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour vraiment améliorer cette production végétale cultivée. Et ça rejoint un petit peu les conclusions de l'expertise qui vient de se terminer concernant la régulation naturelle. Donc notre ESCO a pris en considération aussi différents leviers d'action, donc depuis l'utilisation des produits pharmaceutiques jusqu'aux échelles des bassins versants. Alors je n'ai pas le temps de tout détailler, je vais aller assez vite pour la fin de ma présentation. Donc évidemment, un des principaux leviers, si ce n'est le principal levier, ce serait de réduire les quantités des produits appliqués. Mais là, comme je vous l'ai déjà dit, on était en dehors de notre propre expertise, mais je le rappelle parce que c'est quand même important de le rappeler. Mais il y a des leviers donc, aux différents niveaux que je viens de citer, depuis le choix des substances jusqu'à l'application et les mesures qui peuvent être mises en place sur les parcelles et les paysages.
Et donc aujourd'hui, je vais faire juste un focus sur cette échelle paysagère, qui est importante parce que elle permet d'intégrer la multifonctionnalité des paysages. Alors, le premier rôle des paysages, ça peut être tout ce qui va être la limitation des transferts. Donc, il est important de diagnostiquer les voies de transfert dominantes et d'identifier les leviers paysagers qui sont pertinents pour les atténuer. Et en particulier, tout ce qui va être mise en place de zones tampons, hein, que ce soit des zones tampons naturelles ou artificielles, et des zones tampons sèches, comme par exemple des bandes enherbées, ou des zones tampons humides, hein, comme des mares ou des zones ou des bassins artificiels. Et il y a besoin de connaissances pour optimiser à la fois la localisation et le dimensionnement de ces zones tampons. Donc il y a eu énormément de progrès qui ont été faits en ce domaine depuis la dernière expertise sur le sujet qui avait eu lieu en 2005. Donc maintenant, il y a quand même des directives qui sont assez claires sur comment on positionne et comment on dimensionne ces zones tampons. Après, la difficulté, c'est que quand on est à l'échelle paysagère, du coup, on mobilise différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes attentes au niveau du paysage. Certains acteurs veulent protéger la qualité des cours d'eau, alors que d'autres veulent optimiser le rendement des cultures. Et puis, on a des acteurs intermédiaires, donc ça implique d'autres difficultés. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi un besoin de prendre en considération la multifonctionnalité du paysage, et il est important de prendre en considération l'importance du paysage pour préserver un fort niveau de résilience de l'agroécosystème en préservant des zones refuges et une connectivité assez forte entre les zones qui sont contaminées et les zones qui ne sont pas contaminées. Donc clairement, il n'est pas question de se dire le paysage, je le vois simplement comme une zone de production et une zone tampon, parce que si on contamine à la fois les zones de production et qu'on concentre la contamination dans les zones tampons et qu'on n'a pas à côté des zones épargnées par la contamination, notre écosystème il va être très peu résilient puisqu'on n'aura pas de zone refuge et on n'aura pas de capacité à recoloniser le milieu si la contamination diminue ou disparaît. Donc voilà, donc il y a vraiment cette complexité dont il faut tenir compte quand on raisonne à l'échelle des paysages et des bassins versants, et quand on veut du coup orienter les choix de gestion en conséquence. On a également identifié comme levier tout ce qui va être levier réglementaire. Donc il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits à partir de 2009, hein, là où on a eu le Grenelle de l'environnement et puis toute la mobilisation européenne sur le sujet des pesticides qui a donné lieu au paquet réglementaire pesticides avec plein de règlements complémentaires qui ont eux-mêmes été complétés par des directives filles et des réglementations antérieures. Donc, pour rappel, en fait, hein, la réglementation européenne, elle a pour objectif d'atteindre, de n'avoir aucun effet inacceptable sur des produits phytopharmaceutiques sur l'environnement. Donc, on est sur des objectifs qui visent un haut degré de protection. C'est une des réglementations c'est même la réglementation qui est la plus exigeante au monde et qui demande le plus de données aux producteurs de substances avant leur mise sur le marché. Et ça a notamment permis d'interdire de nombreuses substances phytopharmaceutiques. Hein. Clairement, le paysage des pesticides à l'échelle européenne, il a énormément évolué depuis l'expertise de 2005. Hein. Les substances les plus rémanentes et les plus toxiques ont été interdites, ce qui ne veut pas dire que celles qui sont actuellement autorisées ne posent plus de problème, mais on n'est plus sur la même échelle en termes de risque. Et puis, on peut également se féliciter à l'échelle française, hein, parce que c'est bien des fois de se faire des petits cocoricots. On a le dispositif de phytopharmacovigilance qui est un dispositif unique au monde, et donc unique en Europe, et qui permet aussi également d'améliorer aussi les processus d'évaluation des substances en s'intéressant à leur devenir une fois que ces substances sont dans le milieu. Par contre, le gros point faible, c'est que les procédures d'évaluation, elles sont inappropriées pour réellement évaluer les risques à l'échelle de la biodiversité et des écosystèmes. On a un manque de critères clairs sur ce qu'on appelle des effets acceptables et non problématiques sur la biodiversité et sur les écosystèmes. Ces critères ne mobilisent pas assez tout ce qui va être SHS et savoir non académique. Et puis, on a tout le problème des dérogations, puisqu'il y a des substances qui sont théoriquement interdites, mais qui sont toujours utilisées parce qu'on n'a pas d'alternative à proposer aux agriculteurs
pour leur permettre d'assurer leur production. Donc, c'est le cas, par exemple, des néonicotinoïdes, qui sont des substances interdites à l'échelle européenne, mais qui sont toujours utilisées pour la culture des betteraves. Donc, malheureusement, cette réglementation, même si elle vise des hauts niveaux de protection et qu'elle est très exigeante, elle ne permet pas d'éviter complètement la contamination du milieu et elle ne protège pas la biodiversité à hauteur des objectifs visés. Donc ces conclusions, ce n'est pas les experts qui les ont dressées, encore une fois, c'est ce qui ressort de l'analyse de la littérature scientifique. Donc globalement, les scientifiques internationaux, la communauté scientifique internationale mobilisée sur le sujet juge que le problème, ce n'est pas un manque de réglementation, ou ce n'est pas une réglementation inadaptée, c'est plutôt un problème au niveau des procédures d'évaluation qui conduisent à prendre les décisions dans le cadre de cette réglementation. Donc à la fois l'évaluation a priori, et l'évaluation a posteriori, une fois que les substances sont dans le milieu. Donc, sur la base de la littérature, les experts ont également identifié un certain nombre de besoins de recherche et de perspectives. Donc là, je vais passer très très vite, mais globalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un très fort effet réverbère qui s'accompagne d'un effet loop sur certaines substances. Donc, il y a besoin d'élargir la gamme de substances et de produits étudiés dans la littérature, puisqu'il y a un très gros déséquilibre là-dessus. Également un déséquilibre en termes d'organismes. Alors le problème, c'est que ce n'est pas toujours simple de multiplier les études et de considérer un ensemble plus large d'organismes, notamment parce que certains organismes ne peuvent pas être étudiés en écotoxicologie, soit parce qu'ils sont trop gros pour être étudiés dans des dispositifs expérimentaux, soit parce que ce sont des espèces protégées et derrière, il y a tout un problème aussi concernant l'éthique. Donc, il y a aussi des contraintes techniques. Il y a aussi des disparités en termes de milieu et territoire, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai dit plusieurs fois, et puis également plein de défis qui sont les mêmes depuis 15-20 ans sur tout ce qui va être effet sublétaux, effet des mélanges, effet multistress, et aussi le besoin de mobiliser plus fortement en fait la communauté des écologues qui, comme je le disais tout à l'heure, vont très loin en termes d'analyse de la biodiversité et parfois des services écosystémiques, mais n'intègrent pas les contaminants chimiques dans leur analyse, ce qui fait que du coup, on ne peut pas s'appuyer sur leurs travaux pour contribuer à ce type d'expertise. Donc, globalement, on a fait une belle phrase pour conclure. Comprendre les effets des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques appelle réellement un changement de paradigme dans la recherche et c'est vraiment ce que pense le collectif d'experts, avec à la fois une ouverture scientifique, une pluridisciplinarité plus forte, et puis également travailler sur tout ce qui va être transfert et lien avec la société, puisqu'on a bien vu qu'il y a une vraie attente de la société et puis également de différents acteurs, puisqu'on est très fortement sollicité pour rendre compte de nos conclusions, ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions à ce sujet. Donc voilà, j'ai terminé. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais encore une fois, c'est difficile de faire le tri de ce qu'on peut dire, pas dire. Voilà. Et j'ai plein de remerciements à faire, mais je vous laisse lire la diapo pour économiser quelques minutes. Voilà.